proposition, je le fais. On va peut-être, vous voulez le faire, capitaine? Comment? Vous voulez présenter un peu le... Ah ben non, mais vous m'avez rien donné, non? Je suis avec vous. Non, mais je vous laisse y aller, allez-y. Très bien. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le colonel Vino, commandant groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes. Et en réalité, je n'ai pas participé au groupe de travail, mais il m'a été demandé de faire le travail de restitution au regard d'un angle triple. D'abord parce que je suis un ancien de la mission du pilotage et de la performance au sein de la direction générale, et c'est là qu'on a créé en quelque sorte le concept même de zone d'influence saisonnière et l'articulation qu'on retrouve au niveau local. Le deuxième, parce que je verrai en fait à ne pas faire preuve d'un trop grand égocentrisme, et j'éviterai ce que vous avez qualifié, monsieur le professeur, de soublite. J'ai un parcours aussi un petit peu croisé. J'ai effectué une formation en exécutif MBA avec HEC il y a quelques années de cela, ce qui m'a ouvert sur la théorie des organisations. Et je partage votre opinion, hein, on retrouve cela dans la Harvard Business Review. Les dirigeants ont un problème de conception sur les équations qu'ils doivent résoudre, car ils se considèrent comme extérieurs au problème et non pas faisant partie intégrante du problème. Donc c'est ce deuxième regard qu'on m'a demandé de porter. Et le troisième regard qu'on m'a demandé de porter, c'est celui du commandant de groupement en exercice qui, d'ici quelques jours, doit proposer un dispositif pertinent en matière d'emploi des moyens qui vont lui être alloués pour faire face à la saison estivale. Donc si vous le permettez, je vais vraiment articuler mon propos en trois parties. La première, c'est qu'est-ce que c'est que le dispositif dit zone d'influence saisonnière? Pourquoi est-ce qu'on l'a créé au niveau central? À quoi ça répond? Deuxièmement, je partirai sur les conclusions du groupe de travail qui m'ont été transmises. Et troisièmement, je vous ferai un petit focus sur comment est-ce qu'en 2016, cet été, dans un peu moins d'un mois, on va mettre en place concrètement cette politique au niveau local. La première question qu'il faut se poser s'agissant des zones d'influence saisonnière, c'est de quoi s'agit-il? Moi, j'aimerais aussi vous apporter ma définition de la gendarmerie. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, elle n'a pas de copyright, bien évidemment. Mais j'aime bien définir la gendarmerie comme étant une force armée qui exerce des missions de police, administrative, judiciaire, qui maintient l'ordre effectivement. Le tout avec l'organisation un peu particulière, fortement décentralisée, qu'on peut retrouver dans la section courrier de la Poste. Ce qui va générer, bien évidemment, une certaine complexité que nous évoquons précédemment. Alors oui, ce n'est pas une architecture nouvelle. Ce qui est plus récent, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure le général Vintin-Hongoire, c'est que à la gestion des stocks tels que nous devions faire face en 1720, nous gérons aujourd'hui les flux. Et si la gendarmerie, que l'on soit d'accord ou pas sur les dates ou sur les siècles, a su résister et survivre, ce n'est pas comme une autre organisation ou une entreprise privée parce qu'elle tirait des bénéfices de son activité qui lui permettait de rallouer ses moyens. C'est peut-être tout simplement parce qu'elle a su coller à son temps. Tout simplement. Coller à son temps, ça veut dire répondre aux besoins de la société dans lesquels ou pour laquelle elle vit. Quels sont les besoins de notre société aujourd'hui? Et vous les connaissez comme moi, je crois. Nous avons un double prisme. Nous sommes rentrés dans une société de loisirs. Et puis nous avons une économie de loisirs. Alors bien évidemment, une fois qu'on a posé le constat, quelles sont les incidences? Moi, je vais vous dire qu'il y a des incidences internes, bien évidemment, pour mon propre corps, puisque les militaires qui constituent la gendarmerie ont évolué à l'identique des membres de notre société, et qu'eux aussi aspirent à certaines libertés que n'avaient pas forcément nos anciens, dont acte. Mais en réalité, dans le système gendarmerie, on a encore aujourd'hui quelques difficultés à dire que c'est l'intérêt personnel qui va prendre le pas sur le collectif, et on raisonne davantage par rapport aux besoins qu'il nous faut satisfaire. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est quelles sont les incidences externes pour nous que nous devons gérer en tant que professionnels de sécurité. Eh bien, cette société de tourisme et cette économie de tourisme génèrent des mouvements de flux qui, sur un calendrier annuel, sont extrêmement marqués. On a aujourd'hui, on évoquait la périurbanité, les mouvements de flux pendulaires. Je vis dans une ville où le pouvoir d'achat me permet d'avoir un foncier et un bâti.
Je travaille là où se situe mon entreprise, mon administration, et j'effectue tous les jours des allers-retours. Oui. Et puis, 2, 3, 4, 5 semaines par an, je choisis de quitter mon domicile principal pour me rendre en vacances. Et c'est là où on fait le lien avec le thème précédent qui était celui de la participation citoyenne. Quand je quitte mon habitation principale, celle-ci devient une cible pour les cambriolages. Elle l'était déjà la veille pour les mouvements pendulaires. Elle l'est aujourd'hui parce que je vais en vacances. Très bien. Mais pour nous, les Alpes-Maritimes, qui recevons jusqu'à plusieurs millions de touristes à l'année, nous avons de multiples répercussions. Nous avons des problématiques bien évidemment sécuritaires, puisque les populations qui nous arrivent peuvent avoir du pouvoir d'achat, mais aussi des volontés de prédation. Nous ouvrons ou nous exposons davantage de nouveaux territoires par rapport à ce qu'ils étaient en amont hors période saisonnière. Et nous avons à faire face, en tout état de cause, à une nouvelle concentration de la population qui nous impose d'adapter les capacités de réponse que nous avons structurellement mises en œuvre à travers ce fameux maillage territorial que nous avons évoqué. En un mot, qu'est-ce que le dispositif de zone d'influence saisonnière? C'est de l'agilité organisationnelle. Comment est-ce que j'alloue mes ressources au mieux par rapport à mes besoins? C'est là, pour moi, l'une des caractéristiques essentielles de notre statut. Nous avons un statut et des moyens qui nous permettent de le faire. Donc il faut l'utiliser. Et la traduction, ça a été un dispositif qui a été, en son temps, en 2010, géré au niveau central en disant on va dégager une enveloppe, on va dégager une doctrine. Et chaque année, on va irriguer la gendarmerie et son maillage territorial en demandant aux uns et aux autres d'utiliser de nouvelles ressources ou une nouvelle manière de penser pour faire face à ces nouveaux défis sécuritaires. En clair, dès 2010, on a œuvré à différencier notre offre de services pour évoluer au regard des besoins de notre population. Là, c'était vraiment le préambule que je voulais vous donner. C'est vraiment pour moi la vision que j'avais à la MPP, c'est la nécessité du juste besoin. À quoi cela me sert-il d'avoir ici, sur le territoire, des gens affectés en poste qui travaillent alors qu'il n'y a pas de besoin, et ici des besoins alors qu'il n'y a pas de personne. Voilà. On a fait cet exercice de gymnastique qui a consisté à rapprocher les ressources utiles face aux besoins qui étaient avérés. Je vais revenir maintenant sur les échanges qui ont lieu lors du groupe de travail avec quelques éléments très factuels. Là, on va refocaliser maintenant sur les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, comme vous le savez, tout le monde voit que ça s'appelle aussi la Côte d'Azur, c'est la dénomination courante, mais ce sont d'abord les Alpes. Si vous preniez un relief en 3 dimensions des Alpes-Maritimes, vous allez vous apercevoir que vous avez un triangle de pénétration qui est basé à l'ouest sur l'Esterel et qui va venir finir en pointe sur la ville de Nice. Et à partir de la ville de Nice, à l'est de la ville de Nice, vous avez un relief faillé qui va aller croissant au fur et à mesure que vous montez. Et c'est là où vous trouvez la dénomination des Alpes maritimes, bien évidemment, parce que nous sommes bordés au sud par la Méditerranée, mais avant tout un terrain, une géographie très montagneuse. C'est très important puisqu'en réalité, cette typologie va structurer la réponse qu'on va apporter. Si vous observez les Alpes-Maritimes, vous allez vous apercevoir qu'il y a un fin cordon de bitume qui relie l'Italie à l'est au département du Var à l'ouest. Ce fin rideau de bitume, c'est l'autoroute A8, sur lequel l'escadron de sécurité routière, qui est sous ma responsabilité, a vocation et compétence à œuvrer. C'est là, en quelque sorte, l'artère essentielle à la vie économique du département. Appuyez sur l'autoroute A8, coupez l'autoroute A8, et je vous assure qu'en quelques minutes, vous allez en sentir les effets. En quelques heures, nous allons complètement enquister le département. Et ce phénomène que je vous décris, nous l'avons vécu le 2 et 3 octobre à l'issue des inondations qui nous ont frappés de plein fouet. Donc c'est vraiment l'illustration.
vous coupez l'autoroute A8, vous coupez le cordon des Alpes-Maritimes. C'est important de le dire parce qu'on y reviendra plus tard. Mais reprenons le relief. Dans ce magnifique climat méditerranéen que vous connaissez, nous avons une double, je dirais, conséquence pour nous en matière opérationnelle. L'hiver, sur les massifs montagneux, vous avez de la neige et il y a des politiques publiques qui sont traduites par l'aménagement de ces massifs montagneux pour créer des stations plus ou moins importantes, plus ou moins connues, mais qui vont drainer des populations, qui vont soutenir, à l'instar de ce que disait M. le maire sur Gréoux-les-Bains, un tissu économique pour lequel nous devons nous impliquer. Nous devons sécuriser les axes, sécuriser les activités, sécuriser les personnes et les biens qui s'y trouvent, afin que chaque année, ce dispositif puisse se renouveler et que notre tissu économique soit maintenu dans une dynamique positive. Et puis l'été, je ne vous fais pas de publicité sur les Alpes-Maritimes, vous connaissez la Côte d'Azur. Théoul-sur-Mer, forte de 2000 habitants hors saison, se révèle presque une ville de plus de 100 à 150 000 habitants l'été qu'il nous faut gérer en pleine compétence. Donc on est vraiment aujourd'hui, vous le comprenez, sur une bascule de flux. Et bien évidemment, ces flux et ces afflux de population constituent pour moi, qui suis à la tête du département pour la gendarmerie, une vraie problématique majeure, puisqu'elle va engendrer des problèmes de circulation, de sécurité routière, d'assistance et de secours aux populations, dans laquelle nous n'interviendrons jamais seuls, je vous rassure. Nous sommes toujours dans une approche partenariale. Toujours. Il y aura toujours des pompiers avec nous, on sera toujours en lien avec les élus. On va travailler ici avec la métropole de Nice, ici avec le conseil départemental, ici avec les polices municipales et ici avec la police nationale. Voilà. Il faut vraiment que cela ne vous échappe pas. La dimension partenariale, elle est vraiment chez nous prégnante et permanente. Pour faire face, nous avons la chance, et je dis bien la chance, de bénéficier de cette manne que je vous décrivais au préalable au niveau central, qui consiste à nous dire vous avez des moyens supplémentaires. Et l'été, nous aurons un pic d'activité, comme chacun le sait, entre le 14 juillet et le 15 août. Là aussi, je revisite, je dirais, des lieux communs, mais qui ont une incidence. Bien évidemment, à cette occasion, eh bien, il va me falloir des renforts. Parce que, mes propres personnels sont des êtres humains comme les autres, ils ont des besoins sociaux, et je ne peux pas leur dire que 4 mois par an, ils n'auront pas de vacances comme leurs propres concitoyens, au même titre qu'après 89, on a arrêté de dire aux gendarmes... Vous m'entendez ? Celui-ci, c'est bon ? Merci. Merci. Ah oui, c'est l'orage qui gronde, ça veut dire qu'il faut finir. Très bien. C'est parfait. C'est donc pour nous, si vous voulez, de manière très claire, on ne peut pas dire à nos militaires qu'ils n'auront pas de vacances pendant les périodes scolaires parce que la population est là. On a tenté de faire ça en 89, on disait à nos militaires, vous allez rire, vous prendrez 3 36 heures par mois et une 48 heures par mois. Bon, eh bien, à un moment, quand il y a trop d'écart entre une population et ceux qui sont dedans et non pas à côté, ça casse. Donc là, c'est la même chose. 1, comment je fais pour satisfaire des besoins sociaux élémentaires en interne. 2, comment je fais pour adresser des besoins externes qui sont démultipliés parfois avec une échelle de 1 à 100. C'est la vraie question. Et là-dedans, nos contraintes opérationnelles eh bien, vont être réétudiées, réanalysées pour y parvenir. Les volumes de population qui vont se concentrer sur le littoral vont nous imposer eh bien, d'aller au-delà de ce que nous sommes capables de faire au quotidien. Je crois que c'est très important de le comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être au rendez-vous si, en amont, on n'a pas travaillé sur ces questions-là de manière consensuelle et partenariale. Et le groupe de travail a mis en exergue le fait qu'il y avait des conventions, des partenariats gendarmerie, police municipale qui, dans ces zones d'affluence saisonnière, prenaient tout leur sens. Là aussi, nos camarades policiers municipaux ont aussi leurs contraintes. Je suppose que leurs représentants ici me diront mais oui, mais nous aussi, on doit donner des jours de permission à nos personnels, enfin de vacances. C'est normal, c'est statutaire, c'est prévu, c'est leur
doléances et on ne peut pas ne pas les frustrer systématiquement sur une longue période, bien évidemment. Mais nous avons 163 maires sur le territoire des Alpes-Maritimes, dont 148 ou 149 en zone de compétence gendarmerie. Et je dis bien zone de compétence gendarmerie, zone de compétence police nationale, pour différencier ce que vous appelez, vous, zone police d'État. Voilà, parce que pour nous, ça n'existe pas. Nous sommes, nous aussi, une force d'État. Vous voyez, c'est important, la sémantique. Mais sur ces 149 municipalités, dans les Alpes-Maritimes, nous avons une caractéristique essentielle. La police municipale est probablement plus développée que dans de nombreux départements en France et dans l'Hexagone. C'est une chance. C'est un atout. Et l'intelligence nous incite à travailler ensemble, à bien travailler ensemble. Et d'ailleurs, nous avons 37 conventions signées avec les polices municipales dans le département des Alpes-Maritimes au quotidien, indépendamment du dispositif ZAS, 2 fois par an, mon officier prévention partenariat, comme l'évoquait mon camarade Christophe Cunier, nous réunit avec les polices municipales, on travaille ensemble, on travaille sur des thématiques, on s'associe, on se connaît, on apprend à se connaître. Et ensuite, localement, eh bien, chacun se connaît, parce qu'une brigade connaît sa police municipale. Et c'est indispensable. C'est comme ça qu'on travaille mieux. On travaille mieux ensemble que seul et isolé. Et la coopération avec la police municipale en zone d'action sénosien est une véritable garantie de succès en termes de sécurité. La vraie question, encore une fois, mais vous l'avez compris dans les propos ce matin, c'est la question de l'articulation, de l'interopérabilité, de la coordination. Nous n'avons pas les mêmes segments, nous n'avons pas les mêmes formations, c'est une certitude. La gendarmerie nationale, nous-mêmes en interne, nous devons fédérer des énergies. Nous sommes à la fois, pour les gens à l'extérieur, extrêmement homogènes. Qu'est-ce qui ressemble plus à un gendarme qu'un autre gendarme? Et en interne, nous sommes conscients, je dirais, de nos singularités. Dites-moi ce qui rapproche un pilote d'hélicoptère de la gendarmerie ou un montagnard d'un peloton de gendarmerie de haute montagne d'un technicien d'investigation criminelle sur des scènes de crime. Vous voyez, les écarts sont très importants. Ou d'un spécialiste en matière de communication ou de cybersécurité. Voilà. Donc pour vous, c'est homogène. Pour nous, on fait un véritable travail permanent, je dirais, de cohérence opérationnelle, humaine, à tout point de vue. Et ça, pour nous, eh bien, ça nous permet ensuite de dupliquer plus facilement ce modèle avec des polices municipales qu'on peut intégrer plus facilement parce que quand on n'a pas une réponse homogène, on accepte la diversité et l'hétérogénéité et on apprend à travailler en s'ouvrant sur les autres. Ça me paraît être quelque chose de primordial. Les contraintes opérationnelles, souvent, sont majeures. Moi, je voudrais simplement vous dire que quand on aborde la période dite de renfort saisonnier, en général, on a un petit peu souffert avant, parce que dans ce département, regardez, on va prendre l'actualité, je suis arrivé il y a 10 mois de cela. En 10 mois, j'ai eu 2 crashs sur l'autoroute A8 avec un bus allemand qui a traversé une barrière de péage en pleine zone de montagne sur un ouvrage d'art. Le deuxième qui a intervenu avec un camion fou qui a franchi la barrière de péage de Saint-Isidore. Nous avons pris les inondations du 2 et 3 octobre, l'état d'urgence. Nous avons géré avec la police nationale, parce que nous nous soutenons mutuellement, nous nous coordonnons, nous nous renforçons, nous nous appuyons régulièrement, et j'entretiens d'excellentes relations avec mon homologue, directeur départemental de la sécurité publique, Marcel Autier, et c'est une chance. Donc vous voyez, nous travaillons de concert sur la sécurisation du Carnival de Nice, le Festival international du film de Cannes. Là, sur la problématique de l'euro, il y avait à 14h30 l'inauguration de la fan zone. C'est mon adjoint qui s'y trouve. Et donc on est vraiment là sur des choses très lourdes. Et puis, petite parenthèse technique, nous sommes une force qui n'est pas menante en matière de lutte contre l'immigration clandestine, mais nous sommes une force qui est très fortement concourante à 2 titres. D'abord parce que nous octroyons des moyens qui sont hors de mon cadre gendarmerie départementale, mais des moyens de la gendarmerie, la police de l'air et des frontières dans le cadre de cette lutte. Vous avez, pour ceux qui l'observent, en permanence depuis 1 an, un peloton de gendarmerie mobile qui est à la barrière de péage de la Turbie dans le sens Italie-France, qu'on appelle la chaussée nord. Et vous avez, aujourd'hui pour nous, gendarmerie départementale, un bilan au 8 juin qui est 4 fois supérieur, 5 fois supérieur au bilan 2015. Et par rapport au pic d'activité que nous avons enregistré en 2011 au moment du printemps arabe, nous sommes déjà
40% au-dessus du seuil à la date du 8 juin. Donc vous voyez, quand on va arriver sur la période de saison dite estivale, je peux vous dire qu'on a fortement déjà sollicité nos unités, indépendamment, je dirais, de la délinquance habituelle et quotidienne auxquelles nous devons faire face et des missions traditionnelles de la gendarmerie. Voilà, c'est pour ça que sur le terrain, la pratique d'échange en temps réel d'information avec les polices municipales doit exister et que, en tant que de besoin pendant la période estivale, on va la renforcer. Je voudrais simplement aussi évoquer avec vous le deuxième axe du groupe de travail. On a évoqué la coordination entre les polices municipales et la gendarmerie. Eh bien, c'est aussi sur le volume des effectifs qui ont été consentis au titre des années précédentes pour le département des Alpes-Maritimes dans le cadre de ces renforts. Nous avons en hiver 2 postes provisoires qui sont montés dans les stations d'Isola 2000 et d'Oron, qui sont extraits de la substance en partenariat avec les communes qui nous offrent le plus souvent les capacités d'hébergement et les locaux d'accueil, et qui vont être armés soit par des militaires de la gendarmerie départementale qui vont être détachés, soit par des réservistes qui vont venir renforcer leur action, soit par des gendarmes mobiles qui vont venir et ici et là être disséminés aux justes besoins pour répondre à nos problématiques. Ça, ce sont les 2 postes provisoires qu'on va créer ex nihilo pour répondre aux besoins sur les stations de ski. Mais on a aussi, par exemple, à Valberg, une structure pérenne, une brigade, qui va se retrouver renforcée par un gendarme mobile en permanence, qui aura des qualifications de montagne et qui va pouvoir intervenir en sécurité, en coordination aussi en interne avec mon peloton de gendarmerie de haute montagne et mes spécialistes montagne du groupe militaire, du groupe montagne de la gendarmerie. À chaque fois, ce qui nous intéresse, c'est le souci constant du meilleur rapport coût-efficacité. Ces renforts représentent pour nous un réel enjeu, mais aussi un véritable coût. Donc nous devons produire la sécurité qui va de pair. Si les renforts estivaux dans les Alpes-Maritimes ne donnent pas lieu au détachement de gendarmes départementaux, mais à l'emploi de GM, ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas choisi de saupoudrer les effectifs aujourd'hui. Je m'explique. Pour moi, mais je vous le dirai plus tard, la manne qui m'est octroyée, ce n'est pas pour le confort de mes unités. Mes unités doivent être en capacité de faire face, quelle que soit la situation, à leur taux de charge. Ils ont été prévus pour ça. Je ne reviens pas sur un débat interne qui consiste à dire qu'on n'a jamais le nombre de militaires qu'on voudrait parce qu'il y a toujours quelqu'un en formation, toujours quelqu'un en arrêt maladie, quelqu'un qui a posé une perme au moment où on aurait espéré qu'il était là parce qu'on a une grosse affaire judiciaire qui se déclenche ou une rixe qui se déclenche. Il n'empêche que nous choisissons volontairement de nous fonder sur le levier d'action. Qu'est-ce que permettent ces moyens pour véritablement agir sur le terrain? Voilà, ça c'était les 2 axes qui ont été étudiés par votre groupe de travail. Thierry, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, que vous en avez fait partie? Prenez votre micro peut-être. Oui, mon colonel, donc bon rapporteur. Donc on s'est un petit peu titillé avec le professeur Dieu sur 2 thématiques et qui a permis de faire évoluer le débat, et notamment sur les renforts estivaux. Alors la difficulté que l'on rencontrait, c'est pourquoi les professionnels partent en vacances l'été et les gendarmes départementaux sont remplacés par des mobiles et des réservistes qui sont là à traiter des problèmes de gendarmes départementaux. Alors, ce que j'ai expliqué un petit peu au professeur, c'est que l'été, le profil de l'unité change, le travail change et les interventions changent. Toute l'année, on doit traiter la délinquance habituelle que l'on connaît, les atteintes aux biens, atteintes aux personnes. Et c'est vrai que l'été, on est confronté à beaucoup plus de problématiques d'intervention en matière de suralcoolisation et de problématiques de violence. Aujourd'hui, nous avons des gendarmes mobiles qui sont acculturés à l'outil informatique, qui sont formés. Nous avons des réservistes qui sont formés et qui aujourd'hui sont à même de gérer l'intervention en qualité de primo-engagé. Et dès lors qu'ils sont confrontés à une problématique judiciaire, ils sont à même de contacter l'OPJ territorialement compétent pour qu'il gère à son niveau la procédure. Donc, de penser que de mettre en permission des professionnels
et de se contenter d'un second choix, c'est une erreur, puisque comme je vous l'ai dit, et j'espère que mon argumentation vous a convaincu, nous avons des gendarmes mobiles qui sont bien acculturés et des réservistes bien formés. Aujourd'hui, ce qui intéresse surtout le concitoyen, c'est les délais d'intervention. Et comme nous avons pu le voir sur un diaporama lors d'un précédent sujet, on s'aperçoit que les délais d'intervention se sont réduits et tout le monde s'en félicite. Donc aujourd'hui, mon colonel, au-delà des problématiques d'intervention, le commandant de brigade que je suis en ZAS s'attache à essayer de reformater son unité, puisque son organisation estivale est tout à fait différente de l'organisation traditionnelle. Et à cet effet, il faut tout revoir. Tout le système de nuit, tout le système de jour, toute la récupération et surtout le travail en commun avec les unités nautiques, puisque des conventions de coordination sont également signées avec les députés, notamment le mien, et donnent lieu à une action coordonnée en mer, puisque la gendarmerie de Villeneuve-Loubet, et pas seulement celle de Théoul-sur-Mer et de Beaulieu, me semble-t-il, bénéficie de moyens nautiques pour pouvoir mener son action dans cette dimension qui est la dimension maritime, au-delà de la zone des 300 mètres, et de participer à des actions communes sous l'autorité des affaires maritimes avec la gendarmerie maritime, la brigade nautique, et de s'inscrire aussi dans cette mission qui est l'action en mer. Voilà. Merci Thierry. Donc, vous voyez, on reconfigure en réalité l'intégralité de notre offre de services pour répondre à des thématiques très particulières. Moi, je vais vous faire maintenant rapidement et en conclusion un petit focus sur le dispositif que je vais soumettre au général Galtier d'ici quelques jours et comment j'ai procédé. J'ai procédé par 4 étapes. D'abord, l'identification. Identification de mes besoins, de mes risques. J'ai un programme d'action nationale qui est qui est décidé par le directeur général, dans lequel il nous donne sa priorité, ses priorités. Je les prends, je regarde en quoi elles me concernent. Les atteintes aux biens, c'est un vrai problème, et notamment la problématique des cambriolages. Donc je vais aller regarder à travers ma base de données et mon infocentre les données statistiques qui vont me permettre de dire mais où sont mes risques majeurs sur ces thématiques. Et puis je vais matiner cela d'un deuxième regard. Je suis dans les Alpes-Maritimes. Je vous ai énoncé tout à l'heure ma problématique en matière de lutte contre l'immigration clandestine. C'est un vrai problème. C'est un problème qui ne correspond peut-être pas à d'autres départements dans lesquels mes pairs agissent et travaillent. Mais il me faut la prendre en compte. Et donc, ma première priorité, ce sera la lutte contre les atteintes aux biens. Et parce que je vais densifier mon contrôle de zone, parce que je vais densifier ma présence sur le terrain, je vais aussi prévenir toute atteinte aux personnes et en tout état de cause, être en capacité d'intervenir beaucoup plus vite. Premièrement. Ma deuxième priorité, c'est de maintenir un dispositif étanche sur la frontière orientale du groupement. En clair, j'ai 2 priorités. Point. 2 priorités. Je vous disais que j'évitais le saupoudrage. Je n'ai que 2 priorités. Et je les ai bien traduites dans cet ordre-là. Identification, priorisation, concentration. Au regard de la typologie, du relief, au regard de ces 2 priorités, je vais utiliser la centaine de militaires supplémentaires qui me sont alloués au niveau central et par la région pour l'articuler en 4 dispositifs. Et je vais donc atteindre une masse critique qui va me permettre d'avoir de la manœuvrabilité et qui va me permettre d'avoir de la projection. Je vais les concentrer sur 4 zones précises, Cannes, ou plus précisément Mandelieu, Villeneuve-Loubet, plus précisément Cagnes-sur-Mer. Pourquoi ? Parce que j'ai un poste provisoire à cheval à Cagnes-sur-Mer qui n'existe pas le reste du temps. Vous allez me dire, mais Cagnes-sur-Mer, ce n'est pas en zone gendarmerie. C'est exact, c'est en zone police. Et vous voyez que là, la coordination se fait naturellement et avec un bon état d'esprit entre les uns et les autres. Et donc, on me met à disposition des infrastructures pour accueillir des chevaux. Je travaille avec des réservistes de la police municipale qui sont réservistes chez moi, gendarmerie, mais qui sont le reste du temps policiers municipaux à la ville de Nice. Vous voyez, comme quoi il y a vraiment quelque chose qui existe. Et puis, on va travailler au profit de Villeneuve-Loubet, mais pas seulement. On va aussi autoriser des patrouilles
à cheval sur le littoral à Cagnes-sur-Mer, qui n'est pas de ma zone de compétence, mais qui va aussi apporter un message pour rassurer les uns et les autres. Enfin, voilà, on travaille comme ça. Troisième lieu d'implantation, je vais implanter les gens sur la compagnie de Nice à Carrosse. Pourquoi? Parce que je suis dans la plaine du Var, qui est un couloir naturel qui me permet d'accéder aux hauts et moyens pays, parce que je peux aussi irriguer très facilement, parce qu'il y a des axes de communication, l'arrondissement de Grasse, et je peux aussi très rapidement aussi m'orienter sur les brigades qui sont cette fois-ci à l'est, sur l'Escarène et les Vins. Voilà. Troisième dispositif. Et quatrième dispositif que je vais concentrer, je vais le concentrer sur le Mentonnet, parce que c'est là où je veux avoir une capacité sur un littoral qui est très faillé, qui va de Beausoleil à Menton, où il y a 3 routes d'accès qui sont la basse, la moyenne et la haute corniche, et où je vais me retrouver à proximité immédiate de cette fameuse autoroute A8 qu'il me faut contrôler en permanence, et face à l'est et à l'Italie, sur la vallée de la Roya. En clair, c'est le quatrième principe qui est le mien, après l'identification, la priorisation et la concentration, la flexibilité, qui me permet de mettre différents moyens d'action à disposition des commandements territoriaux. Voilà, c'était ma conclusion. Vous regarderez un peu cela en détail, mais pour moi, ça répond tout à fait au triptyque de la stratégie militaire. Liberté d'action, concentration des efforts, économie des moyens. Merci beaucoup. Très bien. Allez, comme on est un petit peu en retard, on va passer tout de suite à la conclusion du colloque. Donc je vais rendre